sommes de retour en direct du centre des congrès Robert Schuman de Metz pour l'événement Oser l'économie, l'intelligence artificielle, l'agriculture de demain. Nous en parlons également aujourd'hui avec nos invités. L'agriculture 4.0, c'est le thème de cette table ronde, la gestion des sols au cœur des défis environnementaux. Oser une économie adaptée au changement climatique avec nos invités qui vont échanger, qui vont débattre. Évidemment cet après-midi, Monsieur Fabrice Boissier, bonjour, prenez le micro, directeur général délégué de l'ADEME, merci d'être avec nous. Nous accueillons également Monsieur Laurent Paniguet, directeur général adjoint de Nicolas Feuillat. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Il y a également Amandine Amat, chargée de mission Climability à la CCI Alsace Eurométropole. Bonjour. Amandine. Et puis Monsieur Daniel Karcher, directeur commercial région Est de Suez. Bonjour. Merci à vous quatre d'être là cet après-midi. Monsieur Boissier, une question. En partant de l'exemple agricole et en s'ouvrant à d'autres secteurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entreprises à s'adapter justement à l'agriculture de demain ? L'adaptation au changement climatique, c'est un enjeu assez complexe parce que c'est nouveau. On n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité une situation où aussi vite le climat changeait et nous imposait de nous adapter. Ce climat il change déjà et ça se voit, je pense que Nicolas Feuillat pourra nous expliquer comment dans les Champagnes ils l'ont déjà concrètement en agriculture avec plus de variabilité en eau, en chaleur, donc des dates de vendange qui avancent, donc tout ça, ça bouge. Alors pour les acteurs que sont les entreprises mais aussi les collectivités qui sont bien sûr impactées, comment est-ce qu'on va s'adapter ? 3 étapes sont importantes. La première c'est de pouvoir anticiper. Pour anticiper, il faut avoir observé les phénomènes qui se passent, les observer pour les comprendre. Les anticiper aussi. Et ensuite, pouvoir se projeter avec de la prospective et anticiper comment ça va évoluer. Et sur cette base-là, on va pouvoir ensuite rentrer dans une logique d'apprentissage des acteurs et décider en général collectivement des actions à mener. Il va falloir donc construire des scénarios de prospective, identifier des futurs possibles en fonction de certains paramètres physiques, de certains paramètres économiques, de certains paramètres sociaux et choisir les actions d'adaptation qui vont être différentes pour chacun bien sûr. Une entreprise de l'agroalimentaire ne va pas avoir les mêmes problèmes qu'une entreprise du tourisme, mais ils auront tous les deux à s'adapter. Et ce qu'on voit sur l'adaptation, c'est qu'au final, on ne peut pas s'adapter tout seul. Parce qu'on est dans un jeu de système, les acteurs économiques, sur toutes les chaînes d'approvisionnement, sur les enjeux territoriaux, vont devoir travailler ensemble. Et donc on aura besoin de coordination, c'est le dernier point important après l'anticipation, l'apprentissage et la mise en place de plans d'action. La dernière, c'est la coordination pour construire des scénarios qui soient cohérents au niveau d'un territoire. Et comment vous arrivez justement à coordonner l'ensemble de ces personnes ? Eh bien, il faut développer des outils d'intelligence collective. D'abord en mettant à disposition des méthodes d'observation. Alors par exemple, on a les observatoires régionaux Oracle, observatoires régionaux sur l'agriculture et le changement climatique, qui permettent de partager les données. Ensuite, on va construire des scénarios prospectifs. On l'a fait en grand test avec Climagri, par exemple, qui permet de se projeter pour l'agriculture à un horizon lointain. Et puis enfin, il va falloir décider d'actions à mettre en œuvre. Et là, on va avoir besoin de la coordination des collectivités, par exemple, qui sur la base de planification territoriale peuvent orienter les choix. Et les entreprises elles-mêmes vont devoir rentrer dans la même logique de planification individuelle et du déroulement de plans d'action. Alors justement, parlons des entreprises. Monsieur Paniguet, directeur général adjoint de Nicolas Feuillat, comment la viticulture champenoise s'adapte-t-elle au changement climatique ? Et Dieu sait que c'est pas simple. Effectivement, c'est une réalité. Elle s'adapte bien. Alors peut-être en préambule, situer ce qu'est le changement climatique pour la viticulture en Champagne. La culture de la vigne est une culture pérenne qui est assez bien documentée au niveau des chroniques. Et quand on regarde sur le temps long l'histoire de la Champagne, premier constat, la variabilité a toujours existé. Il y a toujours eu des années précoces, des années tardives, fastes ou moins bonnes. Mais ce qu'on observe quand on utilise des outils statistiques qu'on appelle des moyennes mobiles, c'est-à-dire des moyennes qui prennent en compte une période, mais dans laquelle chaque nouvelle année va remplacer la plus ancienne. On voit que depuis une trentaine d'années, les vendanges sont de plus en plus précoces. Et cette précocité est d'un ordre de grandeur important, puisqu'on vendange 3 semaines plus tôt qu'il y a une trentaine d'années. On vendangeait fin septembre, début octobre en Champagne. Aujourd'hui, on vendange
fin août, début septembre. Donc ça impacte directement la production? Alors ça impacte la production, je vais vous expliquer en quoi ça l'impacte. La date de vendange déjà c'est un premier impact, on a aussi des raisins plus mûrs et ça se passe plutôt bien. Pourquoi? Parce que la vigne est une culture méditerranéenne et je vous rappelle que la Champagne est située au nord de la France comme l'Alsace et donc plus de température pour cette culture méditerranéenne c'est pas un handicap. Deuxième atout, le changement climatique s'opère avec de l'eau qui reste en quantité suffisante et régulière, ce qui n'est pas forcément le cas dans le bassin méditerranéen. Ensuite, l'expérience humaine a sélectionné ce qu'on appelle des terroirs, c'est-à-dire des zones particulières du territoire où la vigne est bien adaptée et où en fait le milieu physique amortit les excès du climat, de chaleur, de température, mais également de temps sec. Et ça se passe bien parce que malgré cette évolution, on a gardé ce qui est le plus important pour le consommateur. On approche des fêtes de Noël, c'est la typicité. Le champagne conserve sa typicité. Pourquoi? Et ça a été dit tout à l'heure, parce qu'on est dans un système d'intelligence collective. Et ce système d'intelligence collective, il apporte un nom, ça s'appelle l'appellation d'origine. C'est une construction humaine où on se met d'accord en Champagne sur un produit qui a sa typicité, qui conserve de la diversité au niveau de chaque marque, parce que cette typicité elle va être construite sur un assemblage de territoires, donc c'est des villages, sur un assemblage de cépages, chardonnay, pinot noir et meunier, et puis un assemblage d'années. Donc voilà, on a une batterie d'atouts qui nous permettent aujourd'hui d'envisager plutôt positivement les effets du changement climatique. Alors quelles actions vous prévoyez, Monsieur Paniguet, de porter dans les temps prochains pour améliorer justement ces changements climatiques notamment, et peut-être avec l'aide, et on en doute, de l'intelligence artificielle? Alors moi j'ai pour habitude de dire que l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est aussi de l'intelligence actuelle, c'est-à-dire la mobilisation de nos cerveaux. Alors deux types d'actions. Soit des actions, je dirais, de court terme, parce qu'on a des boîtes à outils, et donc il faut mobiliser notre intelligence collective pour mieux utiliser les synergies des outils. Donc quelques outils qu'on peut utiliser et mobiliser, je vais en citer deux, un pour la vigne et un pour le vin, et puis après on ira sur la rupture, sur l'innovation. On a un système de culture en Champagne où il y a beaucoup de plants, des densités très fortes. Pourquoi? Parce que comme on est au nord de la culture, on a compensé le déficit de soleil en mettant beaucoup de plants de vigne partout. Aujourd'hui, on peut envisager d'espacer et puis d'élever un petit peu plus la hauteur de végétation. C'est une façon d'atténuer sur la vigne l'effet direct du climat. Deuxième possibilité, sur le vin. Un champagne, c'est un vin qui pétille, un vin qui a de la fraîcheur, de la tonicité. Et cette fraîcheur, cette tonicité, on la trouve en partie dans le raisin. Et historiquement, on disait qu'un mauvais champagne, il n'y en a plus aujourd'hui, on disait qu'un mauvais champagne, c'est un champagne qui est vert, qui est mordant. La verdeur, le mordant, c'est de l'acidité. Et cette acidité, on avait les moyens de la transformer. Ça s'appelle la fermentation malolactique, je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, on peut la bloquer. On peut empêcher de perdre cette acidité naturelle. Donc voilà, deux leviers directement utilisables. L'innovation, la rupture, c'est ce que j'évoquais comme deuxième type d'outils et d'actions. La vigne, c'est une culture historique du bassin méditerranéen qui est sensible à des maladies, qui est bien adaptée à chaque terroir. On fait du Riesling en Alsace, on fait du Chardonnay, du Pinot Noir en Champagne et du Cabernet Sauvignon à Bordeaux. Aujourd'hui, on peut hybrider, on peut faire des créations variétales. Alors je rassure tout de suite les consommateurs, les auditeurs, l'hybridation c'est un processus naturel. Ça n'a rien à voir avec des OGM. Simplement aujourd'hui on a des outils d'intelligence avec la génétique qui nous permettent de faire beaucoup de créations de nouveaux plants et d'aller chercher ceux qui vont nous intéresser par rapport à trois critères. Le premier, c'est l'adaptation au changement climatique. On va sélectionner des variétés qui sont très proches de celles qu'on a déjà mais qui vont mûrir un peu plus tard. Donc on va permettre de continuer de garder la typicité parce qu'on va vendanger en septembre au lieu de vendanger au mois d'août. Et le deuxième critère qui est important par rapport à l'attente citoyenne, c'est qu'on peut aussi sélectionner des variétés qui se défendent mieux vis-à-vis des maladies, des parasites. Et donc diminuer, voire arrêter certains intrants dont les consommateurs nous disent aujourd'hui qu'ils n'imaginent pas que dans des produits qui emportent une forte symbolique, on soit utilisateur.
Voilà, c'est passionnant de parler de Champagne à quelques jours des fêtes de fin d'année. Alors je rappelle aux gens qui nous regardent que nous n'avons que de l'eau évidemment dans les gobelets, même si on n'aurait pas dit non à une petite dégustation avec monsieur Télégué. Mais on pourra s'organiser ça évidemment après le travail. Monsieur Daniel Karcher est avec nous également, directeur commercial région Est de Suez, on l'a dit tout à l'heure. Alors certains ont déjà anticipé le changement climatique et sont en recherche de solutions. Dans les actions d'anticipation, quels sont les bénéfices que vous avez tirés? Avez-vous évalué le coût qu'aurait représenté l'inaction finalement? Je pense que pour vous répondre, je vais simplement citer deux exemples très concrets. Pour nous, le changement climatique, nous, société de distribution d'eau, c'est les deux questions. Risquons-nous de ne plus avoir assez d'eau dans l'avenir? Et la deuxième question, est-ce qu'il y en a trop qui va tomber du ciel, ou du moins sous une forme que nous ne savons pas maîtriser? Alors, pour ce qui concerne la ressource, la protection, notre rôle, c'est aujourd'hui de protéger les ressources pour une utilisation plus parcimonieuse de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un quart à un tiers de l'eau que nous tirons de ces ressources est perdue dans les canalisations de transport et de distribution. Pour la partie domestique, donc si je prends que les usagers domestiques, ça représente 2,6 milliards de mètres cubes d'eau par an en France. Donc cette eau, elle sort des canalisations, elle est perdue et elle est produite, on va dire, pour rien. On appelle ça le rendement de réseau. Cette eau est perdue. Et ces fuites, lorsqu'elles se produisent, cette eau ne sort pas forcément sur la route, mais elle s'écoule dans le sol et n'est donc pas détectée, et donc la fuite ne peut pas être réparée et on a durablement des pertes. Le changement de paradigme, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut plus d'observations et surtout plus de mesures pour mieux connaître le système. Donc c'est ce que nous avons fait sur les réseaux d'eau potable. Nous avons des mesures beaucoup plus fines pour voir ce qui se passe sur nos canalisations. Et nous avons surtout rajouté à ça le numérique et l'intelligence artificielle ou humaine. Ce qui nous a permis de mettre au point un produit qui porte le nom d'AquaAdvanced chez nous, qui est un système expert à partir duquel nous avons une surveillance de notre réseau d'eau, tout comme vous avez un monitoring d'un patient à l'hôpital 24 heures sur 24. Et donc, imaginez ce que c'était que le travail d'hier de nos ouvriers qui écoutaient avec des stéthoscopes, si vous voulez, pour chercher des fuites. Et le travail des mêmes ouvriers aujourd'hui qui arrivent, qui consultent un écran, qui détectent les fuites dans les minutes après qu'elles se soient produites. Et donc, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est un nouveau métier. Donc ce produit nous permet aujourd'hui de réduire de 10 à 15% ces fuites et d'anticiper une diminution de la ressource par l'économie grâce à cet outil. Voilà un exemple concret comment nous anticipons la question, c'est bien un exemple, la question de la diminution de la ressource. Alors je citerai un deuxième exemple, puisque là j'ai cité l'exemple de est-ce qu'il n'y aura plus d'eau demain, et le second sujet, c'est quid des pluies qui nous tombent dessus régulièrement avec une intensité décuplée par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Donc les événements pluvieux sont de plus en plus courts et de plus en plus intenses. Et je pense que ça c'est reconnu même par le Kidam moyen qui le constate sans avoir de... Donc aujourd'hui, de la même manière que je disais que nous instrumentons nos canalisations d'eau, nous instrumentons également nos canalisations d'assainissement. Et là, où une collectivité, pour faire face à de futures inondations dues à des pluies torrentielles telles qu'on les connaît aujourd'hui, doit investir sur des bassins d'orage, sur des barrages. Nous mettons en place une gestion dynamique intelligente des réseaux, ce qui permet d'une part de piloter les inondations, je ne dis pas forcément de les éviter, mais de les piloter. Nous sommes capables aujourd'hui de dire dans 2 heures il y aura une inondation à tel endroit, et si on veut déplacer l'endroit, on peut le régler sur nos réseaux. Et d'autre part, ça permet d'économiser à peu près 50% de l'investissement à réaliser. Donc la gestion intelligente des réseaux d'assainissement permet d'économiser par rapport à l'investissement à réaliser pour justement contenir ces crues, ou permet de les piloter de manière beaucoup plus fine. Donc
Pour être plus précis, il y a une collectivité dans le Grand Est que je ne citerai pas aujourd'hui, une grande collectivité dans le Grand Est qui est en train de s'équiper de cet équipement, qui communiquera sur le sujet en tout début d'année 2019. Et ça, c'est également une solution que nous avons anticipée il y a 5-6 ans, déjà par rapport aux évolutions climatiques. Donc vous êtes tous d'accord, le mot d'ordre, c'est l'anticipation? Oui, très, très clairement. Je pense que cette anticipation, elle doit être partagée par les acteurs, parce que si on ne partage pas cette vision des dangers qui nous menacent, on risque de ne pas avoir les bonnes réactions et surtout de ne pas avoir des actions cohérentes entre les acteurs. Anticiper et se coordonner dans l'anticipation, c'est-à-dire pouvoir être en action collective en faisant des synergies. Amandine Amat est avec nous également, chargée de mission Climability à la CCI Alsace Eurométropole. Alors parlez-nous un petit peu de la démarche Climability, Amandine. La démarche Climability rejoint justement cet impératif d'anticipation. Donc depuis 2016, nous sommes financés, 13 partenaires sont financés par Interreg, donc par l'Europe, pour accompagner les entreprises à s'adapter au changement climatique. Donc nous accompagnons des entreprises du Rhin supérieur à identifier leurs risques et leurs opportunités au travers de boîtes à outils qu'on a conçues ensemble, 13 partenaires depuis 2016. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre aux entreprises qu'elles sont déjà impactées et de voir à l'avenir par quoi elles peuvent être impactées et comment elles peuvent s'adapter. Alors justement, Amandine, quels sont les impacts du changement climatique que vous avez le plus souvent constatés? Voilà, donc nous avons principalement rencontré des entreprises du secteur industriel et agroalimentaire. Donc les impacts majeurs sont situés au niveau des vagues de chaleur, de la sécheresse, donc de la pénurie d'eau et aussi de la qualité de l'eau et également des inondations. Donc dans l'agroalimentaire, on peut citer par exemple le problème de la matière première, notamment quand il s'agit de céréales, et donc de sa disponibilité quand il y a vraiment un effet cumulatif entre la vague de chaleur et la sécheresse, et également sa qualité nutritive. C'est-à-dire que des céréales qui auront poussé dans des extrêmes de température et avec moins d'eau auront moins de zinc par exemple, de protéines, etc. Donc on a après aussi un problème par rapport au rendu et au produit fini. Un impact majeur, c'est également le transport fluvial pour l'Alsace et pour tout le Grand Est. Et actuellement, on est en pénurie d'eau en fait sur le Rhin. Et donc ça paralyse énormément à la fois l'import de matières premières et l'export des produits finis. Ensuite, un impact majeur, c'est également la santé et la sécurité au travail, avec beaucoup de pénibilité pour les salariés qui travaillent dans des conditions quand même très chaudes et de plus en plus chaudes. Alors quelles seraient justement les stratégies à entreprendre pour pallier, si je puis dire, à ces soucis climatiques? Principalement, c'est l'anticipation. Donc, au travers des boîtes à outils qu'on a développées, on a un diagnostic de vulnérabilité qui permet déjà de savoir où sont les risques. Est-ce qu'ils se situent sur l'approvisionnement, sur le stockage, sur le process en tant que tel, sur la santé et la sécurité. Et ensuite, de savoir quelle est la gravité du risque, c'est-à-dire est-ce qu'on est seulement dans un mode dégradé, on peut continuer à produire mais avec un surcoût, ou est-ce qu'on est dans une paralysie de l'activité. Ensuite, on suggère aussi aux entreprises, on les incite fortement à mettre en place des stratégies qui ne contribuent pas davantage au changement climatique, c'est-à-dire pas la réponse classique du climatiseur par exemple, plutôt de la végétalisation, d'isolation, etc. Et ensuite, on les informe aussi du fait qu'il faut combiner des mesures à court terme et à coût très faible et vraiment des mesures de transformation opérationnelle et qui permettent vraiment de sécuriser l'activité sur le long terme. Eh bien merci à vous quatre pour cet échange qui a été intéressant. J'espère pouvoir vous accueillir à nouveau, pourquoi pas l'année prochaine, avec d'autres nouveautés concernant le changement climatique et l'agriculture 4.0. Merci à vous tous et bon retour. Vous restez avec nous. Messieurs, dames, dans un instant, Élise Gauthier vous parlera mobilité de demain, tous en véhicule autonome. Et moi, je vous retrouverai juste après en direct du centre des congrès de Metz, Robert Schuman. Restez avec nous, à tout de suite.